Notre invité sur RMC et BFM TV, Éric Coquerel, secrétaire national du Parti de gauche, ancien conseiller spécial de Jean-Luc Mélenchon pendant la campagne présidentielle. Bonjour. Bonjour. Éric Coquerel, on attend aujourd'hui ou demain une décision du Conseil constitutionnel. François Hollande souhaiterait que le Conseil lui dise qu'il peut valider et ratifier le traité sans passer par une révision de la Constitution, c'est-à-dire sans passer par l'avis des Français ou le vote du Congrès. C'est une bonne chose ? Bah non, c'est une mauvaise chose. Déjà de l'espérer, c'est une mauvaise chose parce que ce traité n'est évidemment pas mineur. Il remet en question notamment la souveraineté du Parlement national sur le budget, donc c'est pas mince, puisque désormais, si un pays n'adopte pas la règle d'or, c'est-à-dire ne fait pas en sorte de baisser ses déficits à 1,5 point, non plus 3 comme 3 aujourd'hui, eh bien la Commission européenne peut prendre la main, tant en termes de mesures, des mesures de récession, et en termes de calendrier. Quand on dit prendre la main, parce qu'on ne s'arrête jamais sur ce point-là, et qui est quand même essentiel, ça veut dire que si, à plusieurs reprises, je ne sais pas combien de temps, un État ne respecte pas ses engagements, c'est la Commission, par exemple, qui pourrait décider du montant des impôts ? C'est la Commission qui pourrait décider d'amendes très très fortes et qui peuvent aller jusqu'à le fait d'envoyer un État devant la Cour européenne de justice. C'est les articles 3 et 7. Donc, pas changer la politique fiscale, mais condamner les États. De condamner les États et de faire en sorte finalement que les États n'aient plus le droit de leur droit de souveraineté sur le budget, qui est quand même, je veux dire, par définition, une des activités normales du Parlement. Donc c'est vraiment pour nous un changement constitutionnel. Moi je ne suis pas un spécialiste, un juriste, mais je dirais que d'un point de vue politique, ça semble inimaginable qu'on ne change pas la Constitution pour adopter un tel traité, et que François Hollande le souhaite. Bon, on peut imaginer que comme il était pour le traité constitutionnel européen qui a été battu, il a peut-être là-dessus une inquiétude justifiée. Il avait dit qu'il le modifierait, qu'il n'était pas, pendant la campagne, qu'il n'était pas acceptable en l'état. Oui, mais enfin bon, il l'a pas modifié. On ne peut pas estimer que le volet de croissance du pacte de croissance et d'emploi, qui est de 130 milliards, dont la moitié sont des fonds structurels, est quelque chose qui va vraiment dans le sens d'une relance de l'activité économique en Europe. C'est ce qui a été adopté par le Conseil européen du 29 juin. C'est absolument ça. Quand vous réfléchissez au fait que la Banque centrale européenne, en décembre-janvier dernier, a proposé, parce que les banques n'y ont pas eu recours entièrement, mais a mis 1000 milliards sur la table, de près à 1% pour les banques, et que là on parle de 130 milliards, on voit bien le décalage. Donc tout ça est un habillage d'un traité qui est un traité de récession qui va accroître la récession en Europe s'il est appliqué, et donc il faut que le peuple français se prononce. C'est pour ça que nous on est pour un référendum. J'ai vu que votre partenaire, le Parti communiste, organise avec l'Humanité une pétition pour réclamer la tenue d'un référendum sur ce nouveau traité. Vous vous y associez ? Oui, c'est une bonne chose. L'Humanité, au moment du traité constitutionnel européen, on s'en souvient, avait sorti un numéro spécial décortiquant le traité, permettant justement que les Français s'en saisissent. Donc c'est une bonne initiative. On va en avoir d'autres avec le Front de gauche, de mobilisation sur le référendum, dès la rentrée, dès notre université d'été, les estivales à Grenoble, le dernier week-end d'août, qu'on compte sur nous justement pour mobiliser. Mais il faudrait pour ça que le Conseil constitutionnel, effectivement, prenne une bonne décision qui permette au moins déjà le vote en Congrès, ce qui renverra la responsabilité devant de tous les parlementaires sur cette question. Et puis nous, à partir de là, on fera une campagne pour que ce soit le peuple français qui tranche. Alors, vous le disiez, la France entre en récession, c'est ce que nous dit la Banque de France hier, puisqu'on devrait avoir un deuxième trimestre de baisse du PIB. Selon vous, le responsable, c'est la politique justement qui est imposée par l'Europe ? C'est une politique imposée par l'Europe, enfin, auquel nos gouvernements sont totalement complices, parce que cette politique ne pourrait pas s'appliquer si les différents gouvernements européens, et notamment l'Allemagne et la France, qui sont quand même le duo majeur de la construction européenne, n'y étaient pas d'accord. Donc n'oubliez pas que c'est le traité signé par Sarkozy, voulu par Nicolas Sarkozy, et quelque part on peut estimer que c'est une victoire a posteriori qu'il a avec l'application de ce traité. Oui, en 2005 on avait dit c'est pas possible de continuer dans une construction européenne où il n'y a aucune harmonisation fiscale, aucune harmonisation sociale, et où on organise une espèce de grand dumping avec une banque centrale européenne qui est absolument indépendante. On en voit les résultats aujourd'hui. Mario Draghi comporte comme un gouverneur politique de l'Europe. C'est lui qui décide ce qui va être fait par rapport à l'Espagne. Et on a une politique, je dirais presque idéologique. Que ce soit les États-Unis, le Japon, aucun aujourd'hui
même dans les intérêts même propres du capitalisme, on n'a aucun continent qui applique une telle politique de récession où on a un critère, c'est la baisse des déficits, quels que soient les coûts. Il faut arrêter avec cette politique. Aujourd'hui, la France va rentrer en récession. Hier, c'était l'Italie, mais vous regarderez que le Danemark, c'est le cas, le Pays-Bas, c'est le cas. Il faut donc arrêter parce que sinon, souvenons-nous que dans les années 30, ce sont de telles politiques de récession qui ont entraîné la catastrophe que l'on connaît. Mais vous feriez quoi? Parce que l'État n'a plus beaucoup de moyens, on le sait bien. Il y a une dette qui repose sur chaque nouveau-né, je crois que c'est 26 000 euros de dette léguée par ses parents, ses grands-parents. On ne peut pas continuer comme ça. Mais déjà, vous savez, les dettes de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Dans les années 70, la dette française n'était pas tellement inférieure. Donc le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de la dette? À quoi ça sert? Il est évident que quand la dette sert, je dirais, à payer des cadeaux fiscaux aux plus riches, quand la dette sert à rembourser l'argent qu'on a prêté aux banques en 2008 pour les sortir de la difficulté dans laquelle elles étaient. Elles ont remboursé, je crois, les banques. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est quelque chose que nous avons assumé. Ce n'est pas des bonnes choses. Quand la dette paye des hôpitaux, paye des instituteurs, paye des enseignants, paye une relance de l'activité, c'est autre chose. On a aujourd'hui un pays, n'oubliez pas quand même, qui est encore la 5e puissance économique. J'arrête une chose, vous avez cité des exemples, payer des instituteurs, payer un fonctionnement d'un hôpital, c'est pas aux générations futures de payer ce fonctionnement-là, ces frais de fonctionnement. Non, mais il faut arrêter avec l'histoire des générations futures. C'est comme vous me dites, c'est comme si vous me disiez, vous achetez un appartement, c'est les générations futures qui vont acheter mon appartement. La France est un pays qui, chaque année, au niveau de son produit intérieur brut, a de quoi rembourser. Oui, sauf que là, vous m'avez cité justement des dépenses de fonctionnement, pas des dépenses d'investissement d'avenir. Vous trouvez que les instituteurs, c'est pas des dépenses d'investissement d'avenir. Moi, je si pense vous ne les payez pas aujourd'hui, il faudra rembourser la dette demain. Je pense au contraire que l'éducation nationale est un investissement d'avenir parce que si nous avons un trésor en France, c'est justement le fait d'avoir des têtes bien faites et d'avoir un peuple qui est. Mais Éric Coquerel, on ne peut quand même pas payer nos fonctionnaires en hypothéquant l'avenir sur la dette du futur. Il faut arrêter avec ça. La dette, on nous dit, voilà, la France en était à 80-90%, on l'a déjà dit. On compare en réalité ce que nous devons à la dette sur un produit intérieur brut sur un an. En réalité, la dette, nous l'avons dit pour la campagne, elle est remboursée en gros, la France rembourse en gros sur 7 ans et une semaine. Donc il faudrait regarder sur 7 ans ce que nous produisons comme richesse et on s'apercevrait dans ce cas-là, le taux de la dette représente environ 12%. Donc on voit que par rapport à un ménage par exemple, qui est endetté à 33%, c'est quelque chose d'inférieur. Arrêtons, au nom de ça, on organise des politiques d'austérité et des politiques de rigueur. Moi je crois qu'on devrait plutôt regarder le taux de chômage qui explose en Espagne, qui explose en France, on devrait regarder plutôt les salaires et on devrait regarder plutôt le problème que nous avons globalement en Europe et en France, c'est-à-dire le fait qu'il y a eu un partage des richesses de plus en plus inégal depuis une dizaine d'années, depuis une vingtaine d'années, où nous avons une grande part des richesses qui sont parties des poches des salariés, des artisans, des agriculteurs, vers les poches de capitaux et de capitaux non investis. C'est de ça dont nous souffrons, parce que si vous regardez bien ce qui se passe au niveau statistique, la richesse de la France n'a jamais cessé de croître depuis. Donc on n'est pas dans un pays qui serait appauvri, c'est pas vrai, il faut arrêter avec ça. Nous sommes dans un pays où l'argent ne va pas où il devrait aller. On va parler dans un instant de vos solutions justement pour sortir de la crise et puis on s'interrogera de savoir si vous appartenez toujours à la majorité et si vous soutenez toujours ce gouvernement. Non, jamais dit ça. Nous sommes avec Éric Coquerel, secrétaire national du Parti de gauche, le parti de Jean-Luc Mélenchon, allié aux communistes au sein du Front de gauche. Justement, je n'ai pas très bien compris, vous êtes dans la majorité présidentielle ou pas ? Nous sommes dans la majorité qui a battu Nicolas Sarkozy. Voilà. Sans les 4 millions de voix du Front de gauche, François Hollande ne serait pas élu aujourd'hui. Par contre, nous ne sommes pas dans la majorité qui soutient le gouvernement Ayrault. Nous sommes dans une situation qui est à peu près la stratégie du Front de gauche depuis le début, c'est-à-dire d'autonomie. Nous, on appelle ça d'autonomie conquérante, parce que nous souhaitons voir déboucher notre programme à moyen terme. Et voilà, donc on fera, quand le gouvernement prendra des bonnes décisions, on sera là, et quand ça ne sera pas le cas, eh bien, nous serons parmi ceux qui les refuseront. Et nous n'avons d'ailleurs pas voté la confiance au gouvernement. Vous avez voté le rectificatif budgétaire ? Oui. Pourquoi ? Parce que le groupe, qui a aussi son autonomie, a estimé qu'il y avait des choses suffisamment positives pour le voter, mais il n'a pas voté la confiance, il s'est abstenu, ce que nous considérons comme un acte évidemment important. Le groupe sur le collectif budgétaire, ça veut dire que vous, personnellement, vous n'étiez pas spécialement en faveur de... Si, on a un député, Marc Delay, qui est parti de gauche, donc moi je fais entière confiance au groupe Front de gauche pour décider des bonnes choses à faire. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir la France de la crise ? Justement, on parlait des effets négatifs selon vous de la politique un peu de restriction budgétaire et donc qui a amené la récession selon vous, notamment au niveau européen. Qu'est-ce que vous feriez ? Déjà, il faut que la France, sans qui l'Europe ne se fasse pas, fasse entendre sa voix de manière plus forte.
Nous, on regrette que François Hollande n'ait pas respecté une de ses promesses de campagne, qui était quand même de renégocier le traité, parce que, je l'ai dit, dans le cadre de ce traité, c'est déjà le cas dans le traité de Lisbonne, mais dans le cadre de ce traité encore plus, on ne peut pas avoir une politique de relance de l'activité, on est une politique de récession, donc déjà il faut retaper du poing sur la table, il faut dire non. Ça, c'est la première chose, c'est un cadre global. Il faut, au niveau européen, proposer ce que nous, on appelle des visas sociaux et écologiques, c'est-à-dire, c'est une forme de protectionnisme, disons clairement, sur le fait de protéger nos emplois et de faire en sorte que nos capitalistes, nos actionnaires, parce que ce sont les mêmes, n'organisent pas une espèce de dumping, soit à l'intérieur de l'Union européenne, avec des pays où socialement il est plus intéressant pour eux d'ouvrir des entreprises, ou à l'extérieur de l'entreprise. Comment vous faites au sein de l'Union européenne? C'est compliqué de mettre des taxes au sein de l'Union, c'est un retour vers du protectionnisme national. En tout cas, c'est le fait d'essayer d'aller vers une harmonisation sociale et fiscale. On ne peut pas considérer par exemple ce qui se passe au niveau des États-Unis. C'est absolument aberrant d'avoir un système où vous avez des États qui n'ont absolument pas les mêmes cadres fiscaux et sociaux. C'est évidemment une concurrence totalement déloyale qui s'organise, et ça ne peut aller à terme que d'accroître les nationalismes, parce qu'à un moment donné, les peuples se protègent. Donc il faut anticiper ça, et pour anticiper ça, il faut revenir sur cette politique absolument démente qui est l'organisation d'un grand marché ouvert, très franchement, qui n'a pas d'équivalent dans le monde. C'est largement un point de vue idéologique qui est en train d'échouer aujourd'hui. Nous, on n'est pas en train de parler aujourd'hui d'un projet qui réussirait, où on serait en train de critiquer un aspect plus ou moins injuste. C'est un système, on le voit, qui est en train de nous amener à la récession. Donc ça, c'est au point de vue européen. Et au point de vue français, il y a des mesures à prendre tout de suite. Nous étions favorables pour une plus grosse augmentation du SMIC que l'augmentation cosmétique qui a été proposée. Sauf qu'il y a beaucoup d'entreprises pour qui ça serait compliqué d'augmenter encore leurs salariés, parce que c'est souvent des petites entreprises en situation difficile, sur la corde raide. Vous allez les pousser peut-être à la faillite, à la liquidation? Non, parce que d'abord, vous relancez l'activité. Donc à terme, c'est bon pour les entreprises, pour les bons de commande, mais etc. à terme, le chef d'entreprise, lui, c'est pas à terme, c'est dans un mois ou 2 mois, donc vous avez à terme ça, ouais. Et entre les deux, on peut très bien prendre des mesures pour les PME. Nous, on est pour une banque d'investissement public. Ça, à ce niveau-là, on pourrait prendre des mesures de ce type-là qui permettent justement, avec des prêts, puisqu'on prête aux banques à 1%, pourquoi on ne prêterait pas aux entreprises à des taux très très bas, de la façon justement de permettre de passer ce cap qui serait celui intermédiaire entre le moment où effectivement il faut payer des salaires plus importants et le moment où c'est rentabilisé par un bon de commande, un carnet de commande qui augmente. Donc il y a des aides à faire. Je vous fais remarquer une chose, c'est que le SMIC, c'est dans des secteurs qui ne sont pas délocalisables. Donc déjà, il n'y a pas cette concurrence internationale que l'on peut craindre. Et en tout cas, c'est nécessaire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à avoir une politique qui s'étrangle. On a besoin de remettre de l'argent dans les salaires. On voit bien aujourd'hui que les Français n'y arrivent plus en fin de mois. Et c'est pas bon pour l'économie, le fait aussi, à un moment donné, de ne pas pouvoir payer, que ce soit l'EDF, que ce soit de quoi se nourrir, parce que c'est aussi le problème, le logement, etc. L'urgence, elle est quotidienne. Par exemple, si on va prendre l'exemple des grands groupes, PSA qui annonçait des milliers de suppressions d'emplois, la fermeture du site d'Aulnay. Si vous étiez à la place du gouvernement, vous feriez quoi? Déjà, il aurait tout de suite fallu mettre en place, utiliser les 100 jours pour mettre en place une loi, comme on l'a proposé, qui est une loi contre les licenciements boursiers. C'est une loi qui dit quoi? Qui dit simplement qu'un groupe ne peut pas organiser des licenciements s'il y a eu des dividendes de toucher dans l'année précédente. Et c'est le cas de Peugeot. On oublie un peu, Monsieur Peugeot a eu 250 millions de dividendes en 2010, 290 millions en 2011. Il est répertorié par la Tribune comme un des plus grands fraudeurs fiscaux en Suisse. Donc il y a eu des dividendes versés par Peugeot. Donc là-dessus, si on avait mis en place cette loi, eh bien, on ne serait plus maintenant devant la situation d'un plan de licenciement. Sauf que la situation économique, je me fais leur avocat, évolue vite. Oui, et que je vois, oui. Non, mais c'est normal, c'est mon rôle aussi face à vous. Non, pas forcément. Aujourd'hui, la situation économique se dégrade. On a vu que PSA a fait des pertes importantes. Et donc, il faut bien qu'il s'adapte aussi à cette activité qui évolue. Enfin, vous trouvez que c'est s'adapter que de détruire l'emploi en France et d'avoir la plus grande catastrophe industrielle depuis 30 ans? Il faudra essayer de nous faire comprendre comment une entreprise, une usine aussi moderne que Aulnay, qui est à côté de nœuds ferroviaires, de nœuds autoroutiers, où il y a vraiment une main-d'œuvre absolument qualifiée, on peut nous expliquer que c'est rentable économiquement de la fermer. Je ferai remarquer que PSA a été aidé avec la prime Lacasse, ça a coûté 4 milliards aux contribuables français, à rembourser par anticipation après qui lui a été fait par l'État en 2008. Donc il y a de l'argent. Moi, ce que je crois surtout, c'est que PSA est en train de faire passer, en réalité, sous couvert de problématiques structurelles, une réorganisation pour augmenter les profits, y compris en délocalisant. C'est ça le problème. En tout cas, on ne peut pas considérer, dans un département comme la Seine-Saint-Denis, qu'on supprime comme ça, du jour au lendemain, plus de 3 000 emplois, plus 7 000 pour les sous-traitants, sans pouvoir intervenir sur une entreprise qui a fait des bénéfices en 2011. Mais concrètement, vous mettez en place une loi interdisant le licenciement boursier en France. Vous imaginez
bien que des groupes comme PSA arrêteront d'installer des usines en France et les feront à l'étranger, en Roumanie ou en Asie. Et pourquoi? Parce qu'il y aura trop de contraintes qui pèsera sur le travail. Toyota est bienvenu à Valenciennes, ouvrir une entreprise Yaris. Je vous rappelle que, contrairement à ce qu'on dit, on a une des meilleures compétitivités au monde. On nous dit les travailleurs de l'automobile française n'ont pas assez de compétitivité. Elle est supérieure de 21% à la compétitivité allemande, dont on n'arrête pas de nous faire des louanges. Donc arrêtons avec ces espèces Vous voyez bien que ça prend une stratégie d'entreprise et non pas de droit du travail. Vous allez encore mais justement, il faut revenir à la question du droit du travail. Et puis souvenons-nous aussi quelque chose, c'est que c'était pas l'invention d'un gauchiste, c'était l'inventeur des Ford qui estimait que quand on construisait des Ford T, il fallait aussi que les ouvriers puissent les payer. Bon, eh bien revenons à cette question, parce que si on continue comme ça à supprimer autant d'emplois industriels, là on parle de le nez, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. On sait que c'est des dizaines de milliers d'emplois industriels qui sont menacés en France. On nous déclare quelque part la guerre, parce que c'est une fois de plus au service de profit, non pas au service de l'intérêt général. Eh bien, il faut faire en sorte de garder ces emplois par la porte ou par la fenêtre. Ça peut même, on peut même envisager des nationalisations. Moi, je le dis. Une question d'actualité ce matin, le démantèlement d'un nouveau camp de Roms, après la banlieue parisienne, après Villeurbanne. C'est au tour de Lille aujourd'hui. Un campement de Roms a été, au petit matin, à 6 h du matin, les 160 Roms ont été délogés par les forces de police, à la demande d'abord des élus socialistes de l'agglomération lilloise, et puis avec le soutien évidemment, forcément, du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui dit qu'il faut appliquer avec la plus grande rigueur cette politique d'expulsion systématique des campements illégaux. Il a raison, Manuel Valls? Je préférerais que le gouvernement applique avec une grande rigueur une politique contre les licenciements plutôt que de se mettre dans les pas du gouvernement précédent en pointant du doigt, parce que c'est bien commode, une population comme les Roms, parce que c'est aussi ce qui est fait, y compris en termes de communication. Donc non, je ne pense pas que ça soit les solutions. Il faut effectivement que ces gens-là puissent vivre de manière digne. Il faut aussi que, évidemment, on ne se concentre pas la misère là où elle existe. Ça, c'est un vrai problème. Mais je ne crois pas que ça soit en prenant des mesures de ce type-là et en essayant de communiquer dessus. Ce sont des élus quand même socialistes locaux, sous la pression des habitants qui ont quand même demandé à ce que ces camps soient démantelés. En plus, c'est à 600 mètres, je crois, du futur grand stade qui va être inauguré. C'est peut-être ça le problème. C'est peut-être le grand stade. Mais en tout cas, c'est un mauvais symbole d'ailleurs en parlant de stade par rapport à des gens qu'on expulse. Mais je pense qu'il faut une politique qui appréhende de manière globale le problème de ces migrants de l'intérieur que sont les Roms. Il faut qu'ils puissent vivre dignement dans ce pays. Vous êtes toujours pour une politique de l'immigration plus souple? On pense que l'immigration n'est pas un problème, ça a été une richesse pour ce pays. Moi, ce que je constate, j'ai beaucoup été impliqué dans la lutte des travailleurs sans papier clandestins. Ce que je constate, c'est que quand vous avez des milliers de personnes qui travaillent de manière clandestine, c'est qu'il y a besoin justement d'immigration, y compris au niveau de l'emploi. Et de laisser penser... C'est pas parce qu'on les utilise, c'est aussi un de nos arguments pour faire pression à la baisse sur les salaires? Mais oui, mais justement, c'est pour ça qu'il faut qu'ils soient régularisés. Comme ça ne fera pas de baisse sur les salaires. Mais c'est parce qu'il y a besoin d'une main-d'œuvre dans pas mal de secteurs dans ce pays. Ça fera plus de travailleurs disponibles et donc aussi une pression à la baisse sur les salaires, non? Non, mais justement, s'ils ne sont pas clandestins, s'ils sont régularisés, il n'y aura pas de baisse sur les salaires et c'est ce qu'ils demandent en premier lieu. Il y aura plus de main-d'œuvre disponible et donc plus de force de travail pour avoir des emplois qui ne sont pas très nombreux. Elle est déjà là, de toute façon, la main-d'œuvre. Elle est déjà employée. C'est des gens qui sont employés dans les entreprises. Débat ouvert. Merci beaucoup, Éric Coquerel, secrétaire national du Parti de gauche, d'avoir été avec nous sur RMC et BFM TV.